L'histoire commence dans un grand hôpital moderne, puis se déplace à l'intérieur, au service de psychiatrie. Dans un bureau, une psychiatre demande à son jeune patient musclé de confirmer son symptôme bizarre, il perçoit chaque créature vivante comme un cochon. Le jeune homme se contente de hocher la tête. Surprise, la docteure se penche en avant, lui demandant s'il plaisante et s'il la voit comme un cochon. Avec une expression grave et des yeux brillants, le patient confirme que c'est bien le cas. Le récit passe ensuite au point de vue du patient, montrant qu'il voit sa psychiatre non pas comme un être humain, mais comme un cochon anthropomorphe portant des lunettes, ce qui confirme son état incroyable. Malgré son choc, la psychiatre note intérieurement à quel point il est beau. Décidant de tester son état, elle commence à déboutonner son chemisier, suggérant de vérifier ses fonctions corporelles. L'action prend le jeune homme complètement au dépourvu, le laissant les yeux écarquillés et transpirants. Se penchant plus près, son chemisier partiellement ouvert, elle demande avec séduction ce qu'il voit. Du point de vue du patient, la vue est grotesque. Non seulement sa tête est toujours celle d'un cochon, mais ses seins sont devenus deux petites têtes de cochon rougissantes. En revanche, les pensées intérieures de la psychiatre révèlent sa vanité, trouvant impossible que quelqu'un d'aussi beau puisse être vu comme un cochon. Le patient se lève et répond brutalement « Je vois deux cochons ». En entendant sa réponse littérale, l'attitude de la psychiatre passe de séductrice à horrifiée. Serrant son chemisier, elle recule, finalement convaincue de sa maladie mentale. Changeant de sujet, elle s'assoit à son bureau en tenant un modèle de colonne vertébrale humaine et l'informe qu'il a de graves problèmes de colonne vertébrale. Elle explique que sa colonne vertébrale est gravement déformée et tordue, comprimant son cerveau et ses nerfs optiques, théorisant que cela pourrait être la cause profonde de ses perceptions. Le jeune homme est stupéfait par cette révélation, ses yeux grands ouverts par le choc. La docteure explique gravement que la seule solution est une chirurgie à haut risque pour réaligner sa colonne vertébrale, l'avertissant qu'un échec pourrait le laisser paralysé du cou jusqu'en bas. Le patient hoche la tête attentivement, mais son attitude change soudainement. Il l'interrompt avec une expression neutre et des yeux rouges brillants, tendant la main vers le modèle et demandant qu'on lui rende sa colonne vertébrale. La psychiatre est déconcertée, réalisant qu'il croit que le modèle est sa propre colonne vertébrale. Elle déplore intérieurement quel gâchis c'est qu'un homme aussi beau soit si délirant. Plus tard, Chuan est vu dans un bus bondé tenant un rapport médical diagnostiquant une grave maladie mentale. La scène passe à son point de vue, montrant le bus rempli de cochons anthropomorphes. Il réfléchit qu'il a toujours vu le monde de cette façon, spéculant que c'est parce que ses parents étaient des bouchers de porc. Il songe que cette condition n'affecte pas sa vie quotidienne, à l'exception majeure des rencontres amoureuses. Serrant son diagnostic, Chuan pense à l'importance de la journée. C'est le jour où il va éveiller sa profession, et il espérait que sa maladie pourrait être guérie avant la cérémonie. Arrivant à la magnifique académie de Qingsheng, il voit une foule d'étudiants devant un énorme cristal bleu brillant. Il craint que sa maladie mentale n'affecte négativement l'éveil, créant un énorme problème pour son avenir. Une voix féminine l'appelle, et une jeune femme aux longs cheveux bleus clairs s'approche, soulagée de le voir. Elle le gronde pour son retard et menace de le frapper en plaisantant, serrant le poing. Du point de vue de Chuan, cette jolie fille n'est qu'un autre cochon. Celui-ci avec des traits bleutés secouant ses poings d'une manière menaçante. Inconsciente, la fille se met en colère de façon comique, le secouant et exigeant de savoir s'il l'a entendu. Leur interaction est remarquée par un étudiant de passage qui appelle la fille Chuan et la taquine pour être amoureuse de Chuan. Un compagnon ajoute qu'ils sont des amoureux d'enfance qui vont probablement se marier bientôt. Embarrassé, Chuan leur crie dessus, puis dit à Chuan d'ignorer les commérages. De son point de vue, la fille cochon aux nuances bleues fait la même suggestion, et il accepte calmement. Une voix forte retentit alors qu'un homme âgé devant le cristal annonce que la cérémonie commence, demandant aux étudiants de s'aligner. Il explique que l'éveil est basé sur leurs attributs principaux comme la force, l'agilité et l'esprit, qu'ils ont perfectionnés à l'académie. Des attributs plus élevés améliorent les chances d'une profession avancée. Il souligne la gravité du moment car leur profession éveillée affectera toute leur vie, déclarant qu'une profession de combat avancée est un exploit défiant le destin qui leur apporte gloire ainsi qu'à l'académie. L'ancien demande au premier étudiant de placer sa main sur la plateforme. Un par un, les étudiants s'avancent. Un garçon musclé éveille un travailleur du métal intermédiaire et semble déçu. Un autre éveille un guérisseur avancé, tandis qu'un troisième éveille un ingénieur junior et s'effondre de désespoir. L'étudiant suivant, un jeune homme musclé aux cheveux roux orangés, s'approche du cristal. Au moment où sa main entre en contact, elle entre en éruption dans une lumière dorée brillante, révélant son résultat. Profession de type combat, niveau rare, épéiste sans ombre. L'ancien de l'académie est stupéfait, sa mâchoire s'effondrant. Il s'exclame avec incrédulité que c'est une profession de niveau rare, et les étudiants à l'aide de choc et d'admiration. L'ancien, révélé être le principal, rayonne de plaisir et demande le nom de l'étudiant. Le jeune homme se présente fièrement comme Liu Jinglong. Ravi, le principal le félicite et propose de rendre personnellement visite à son domicile pour discuter de son futur parcours. Liu Jinglong remercie le principal puis se tourne vers la foule, saluant avec suffisance alors que ses pairs applaudissent pour Brolong.
Le principal appelle le nom suivant, Yeshuan. De la foule, Shuling Xuan crie des encouragements. Le principal observe Yeshuan avec intérêt sachant que même si le garçon est étrange, ses statistiques sont incroyablement élevées. Il réfléchit que le total des attributs combinés de Yeshuan est de 10, plus de 3 fois la moyenne. Espérant un miracle, il regarde Yeshuan placer ses mains sur la plateforme. Instantanément, le cristal explose avec une poussée cataclysmique d'éclairs, bien plus puissante qu'avant, sa force malmenant le principal et envoyant la foule chanceler. Le principal fixe, consterné par la puissance, se demandant si l'énergie aveuglante est une lumière dorée, signe d'un éveil au-delà du niveau rare. Alors que Yeshuan fixe la puissance brute qu'il a libérée, les yeux du principal s'écarquillent. Niveau divin, crie-t-il, confirmant le niveau légendaire le plus élevé possible. L'énergie se coalise, et des mots brillants annoncent le résultat déroutant. Profession de vie, boucher de port divin. Le principal est laissé sans voix et horrifié, incapable de comprendre comment un éveil de niveau divin a abouti à un simple boucher de port. Le choc des étudiants se transforme en moquerie. La foule éclate de rire, se demandant si le cristal a mal fonctionné et débattant si un éveil de niveau divin rend Yeshuan incroyablement chanceux ou malchanceux. Le principal bouillonne de rage et de déception, sentant que le ciel lui joue une blague cruelle. Après des années en tant que principal, il a finalement vu un éveil de niveau divin légendaire, seulement pour que ce soit la profession la plus inutile, un boucher de port. Il se lamente qu'un forgeron ou un guérisseur divin aurait été quelque chose dont on aurait pu se vanter pendant des années. Submergé par la frustration, il pense que plus ses espoirs étaient élevés, plus la déception est grande. Se tournant vers Yeshuan isolé, le principal est à court de mots, parvenant seulement à un profond soupir frustré alors que le garçon s'éloigne. Alors qu'il marche, Yeshuan remarque quelque chose d'inattendu, un écran bleu holographique que lui seul peut voir. C'est une interface système affichant son statut complet, y compris sa nouvelle profession, ses talents et ses compétences. Ses talents sont le némésis des porcs et la lame qui tue Dieu, et sa première compétence est le boucher de l'ombre de sang qui force les porcs dans un état de peur. Plus important encore, son talent de némésie porcine accorde un bonus de dégâts de 50% aux cochons, un bonus qui augmente avec chaque cochon tué tout en réduisant de moitié les dégâts infligés par les cochons. Les yeux de Yeshuan se fixent sur le némésis porcin. Alors qu'il lit le bonus de dégâts de 50%, un léger sourire se dessine sur son visage. La pleine implication lui apparaît, ses yeux brillent d'une intensité rouge alors qu'une puissante réalisation l'envahit. Il se dit que peut-être qu'être un fou n'est pas si mal. La scène finale montre à nouveau son point de vue. Toute l'académie, du principal abattu aux étudiants moqueurs, est une foule massive de cochons. Il conclut en pensant triomphalement que ses nouveaux pouvoirs sont parfaits car à ses yeux, le monde entier est rempli de cochons. Alors que Yeshuan s'éloigne du cristal d'éveil, choquant toujours le principal, ses camarades de classe commencent à se moquer de lui. Liu Jinglong et son ami se moquent ouvertement de lui. L'ami dit d'un ton moqueur qu'il s'attendait à un vrai dragon, pas à un boucher de porc, puis il complimente Liu Jinglong en disant qu'il est le seul vrai dragon de l'académie. Liu Jinglong acquiesce avec suffisance. Au milieu des moqueries, Shuling Xuan s'approche pour soutenir Yeshuan. Elle lui caresse doucement la tête et lui dit que tout va bien. Elle essaie de trouver un bon côté, soulignant qu'en tant que boucher de porc de niveau divin, il suit les traces de son père. Pendant qu'elle le réconforte, d'autres étudiants regardent avec envie. Deux garçons pleurent, contrariés par l'incroyable chance de Yeshuan d'avoir éveillé une profession de niveau divin. Rouge, Shuling Xuan ajoute que son père et le père de Yeshuan seront heureux de la nouvelle. Yeshuan se souvient que Shuling Xuan et lui sont voisins depuis leur enfance. Un flashback montre leurs parents qui ont tous des emplois de type vie, essayant toujours de les mettre ensemble. Leur conversation est interrompue lorsque le principal, qui s'est un peu calmé, appelle le nom suivant, Shuling Xuan. C'est son tour. L'air nerveuse et excitée, elle se tourne vers Yeshuan et se demande si elle obtiendra la profession de tailleur de sa mère ou celle de vigneron de son père. Puis elle lui promet sincèrement que quoi qu'elle éveille, elle restera toujours avec lui. Yeshuan est laissé sans voix par sa promesse. Prenant une profonde inspiration, Shuling Xuan se dirige nerveusement vers le cristal d'éveil et y place sa main. Au moment où elle le touche, un énorme pilier de lumière bleue glacier brillante jaillit dans le ciel, beaucoup plus puissant que tous les éveils précédents. Shuling Xuan est stupéfaite, ses yeux grands ouverts par le choc de cette puissance. Le principal est encore plus étonné qu'avant, son visage exprimant une incrédulité totale. Il crie que c'est une profession légendaire, un niveau encore plus élevé que celui de Liu Jinglong. Alors que la lumière tourbillonne, le cristal montre son destin. Profession de type combat, niveau légendaire, immortel de l'épée de lame de neige. Le principal n'arrive pas à y croire. Il est stupéfait qu'elle ait éveillé une profession de combat légendaire, d'autant plus que ses deux parents ont de simples emplois de type vie. Il en déduit que son éveil doit être le résultat d'une mutation très rare. Lorsque l'aura bleue de son nouveau pouvoir s'estompe, Shuling Xuan se tient avec assurance. Toute son attitude a changé. Le principal, la considérant désormais comme la meilleure étudiante de l'académie, s'approche d'elle avec grand respect. Il promet que l'académie King lui apportera son soutien total pour tout ce dont elle a besoin.
Avec un sourire gracieux, elle le remercie et quitte la plateforme, désormais une figure très puissante et importante. La foule remarque l'énorme différence entre leurs éveils. Deux étudiantes bavardent, l'une se demandant si Shu Lingxian, maintenant une combattante légendaire, suivra toujours le boucher de porc Y-Kan. Son ami dit que non, affirmant que Shu Lingxian s'améliore tandis que Y-Kan ne s'améliore pas, et que le perdant devrait être assez intelligent pour la laisser tranquille. Alors que Shu Lingxian s'approche de lui, Ye Xuan lui offre de simples félicitations. Cependant, son attitude a complètement changé. Elle l'appelle par son nom d'une voix froide et sérieuse. Les bras croisés, elle dit qu'il y a peut-être eu des malentendus entre eux, mais qu'elle veut clarifier les choses. Elle lui dit alors froidement qu'ils ne sont plus du même monde. Ye Xuan est clairement stupéfait par ce qu'elle a dit. Pendant ce temps, Liu Jinglong et son ami regardent depuis le côté, souriant et appréciant le rejet public. À la surprise générale, cependant, le choc de Ye Xuan se transforme rapidement en un accord joyeux. Pensant qu'il fait juste bonne figure, Shu Lingxian continue sur un ton apitoyant. Elle lui dit qu'elle sait que cela doit être difficile, et qu'il n'a pas à prétendre qu'il va bien. Elle dit froidement qu'en tant que simple boucher de porc, il ne fera jamais rien d'important. À cela, le visage de Y-Kan se durcit alors qu'il lui dit de ne pas lui reprocher sa réaction. La scène se déplace vers son point de vue où la fille à la tête de cochon, maintenant fière, dit que s'il est d'accord, il ne devrait plus se déranger à l'avenir. Alors que Shu Lingxian se tient là, confuse par sa réaction, Ye Xuan a un petit sourire soulagé. Ses pensées intérieures montrent qu'il est heureux de se débarrasser enfin de la tête de cochon. Il se tourne ensuite pour partir, lui disant avec désinvolture qu'il s'en va, ce qui la laisse complètement choquée. Voyant l'état confus de Shu Lingxian, Liu Jinglong s'approche d'elle avec un sourire suffisant. Il propose de donner une leçon à Y-Xuan pour l'aider à affronter la réalité. Shu Lingxian reste silencieuse et a l'air malheureuse, mais Liu Jinglong prend cela pour un oui, son expression devenant plus méchante. Sans attendre de réponse, il crie après Y-Xuan qui s'éloigne, le traitant de boucher de porc et lui disant de venir. Y-Xuan continue de marcher, l'ignorant complètement, ce qui surprend Liu Jinglong. En colère d'être ignoré, Liu Jinglong se précipite en avant, saisit le bras de Y-Xuan et lui demande avec colère s'il est sourd. Y-Xuan s'arrête enfin et se retourne, son œil brillant d'une lumière rouge dangereuse. Il demande calmement ce que veut Liu Jinglong. Soudain, une aura sombre et effrayante jaillit de Y-Xuan, le couvrant d'ombre et faisant se figer Liu Jinglong. Submergé par l'intense pression, Liu Jinglong crie et trébuche en arrière de peur. La source de sa peur est révélée. Liu Jinglong est piégé dans une vision effrayante de la capacité de Y-Xuan. Dans son esprit, il se voit comme un cochon terrifié attaché à un billot. Y-Xuan se dresse au-dessus de lui, ses yeux brillent en rouge alors qu'il lève un grand couteau de boucher. Liu Jinglong est figé par la peur d'être tué. La vision se brise, et de retour à la réalité, Liu Jinglong est au sol, pâle et en sueur. La foule, ne connaissant pas l'attaque mentale, rit de sa chute soudaine. Son ami se précipite à ses côtés pour lui demander ce qui s'est passé, mais Liu Jinglong ne peut que fixer en panique. Humilié et en colère, Liu Jinglong se lève et lance un regard noir à Y-Xuan. Il hurle furieusement et lance un puissant coup de poing à son visage. Cependant, Y-Xuan réagit avec une vitesse incroyable. Avec un regard calme et un œil brillant, il rencontre le coup de poing avec son propre poing. Les deux poings sont sur le point de frapper, le corps de Y-Xuan étant couvert d'une aura rouge. L'impact est instantané et puissant. Liu Jinglong recule, hurlant de douleur, sa main rouge est cassée, les os apparemment écrasés par la force du blocage de Ye Xuan. Ce résultat choquant laisse tout le monde, y compris Shu Lingxian et l'ami de Liu Jinglong, complètement abasourdis. Ils ne peuvent que regarder, se demandant ce qui se passe. Tenant sa main cassée, Liu Jinglong hurle d'incrédulité, trouvant impossible d'être battu par un simple boucher de porc. En revanche, Y-Xuan se tient calmement dans une aura rouge crépitante. Il dit froidement qu'en tant que boucher de porc, il est logique qu'il ait des mains fortes, montrant enfin un petit morceau du véritable pouvoir caché de sa profession. Alors que Y-Xuan reste sur ses positions, la foule est en émoi. Les amis de Liu Jinglong se demandent ce qui se passe, montrant l'état terrible de la main de son ami. Plein de douleur et de rage, Liu Jinglong hurle à Y-Xuan, menaçant de le tuer. Il rugit en canalisant son pouvoir, créant une épée d'énergie cyan brillante, sa longue épée du vide dans sa bonne main. En voyant cela, les filles bavardes dans la foule sont sûres que le combat est terminé. L'une dit que Liu Jinglong devient enfin sérieux, et Y-Xuan est mort à coup sûr. L'autre se demande pourquoi un boucher de porc oserait combattre un utilisateur de classe de combat, souhaitant qu'il se soit juste excusé quand il le pouvait. La foule sait que l'épée de Liu Jinglong est assez forte pour couper un tuyau d'acier. Brûlant de honte et voulant se venger, Liu Jinglong lève son arme, criant qu'il va estropier Y-Xuan. Mais au moment où il est sur le point de frapper, l'air se refroidit et des flocons de neige commencent à tomber. De la glace commence à se former le long de la lame de son épée d'énergie. Le gel se répand rapidement, couvrant le corps de Liu Jinglong de glace et le congelant. Il se débat, horrifié que son corps ne bouge plus. Il tourne la tête avec beaucoup d'effort et regarde Shu Lingxian,
lui demandant avec colère pourquoi elle est encore Xuan. Shuling-Xian se tient les bras croisés, entouré d'une puissante aura glaciale. Avec une présence froide, elle leur dit d'arrêter. Les regardant tous les deux, elle explique qu'elle ne veut pas les voir se battre pour elle. La scène recule, montrant les trois debout à part sur la place. Shuling-Xian regarde Xuan une dernière fois et dit qu'il doit voir maintenant qu'ils ne sont plus du même monde. Elle lui dit que c'est la dernière fois qu'elle l'aidera et que c'est un adieu final à leur passé. En réponse, Xuan se contente de se tenir là avec un regard ennuyé, se grattant nonchalamment l'oreille, pas du tout dérangé par ses mots. Le dos tourné vers lui, elle lui donne un dernier avertissement de quitter Qingqing. Elle indique clairement que la prochaine fois que Liu Jinglong cherchera à se venger, elle ne l'aidera plus. Xuan, cependant, n'est pas impressionné. Il laisse échapper un grand bâillement et dit nonchalamment que s'il n'y a rien d'autre, il s'en ira, se tournant pour partir. Les deux filles bavardes qui regardaient sont confuses, se disant que le garçon ne prend pas la situation grave au sérieux. La scène change, et marche maintenant seul dans une rue de la ville au crépuscule. Sa promenade est interrompue par une femme avec un grand chien à l'air méchant. Le chien aboie agressivement, bloquant son chemin. L'œil de Xuan brille d'une faible lueur rouge alors qu'il les remarque. Instantanément, sa vision de la réalité change. Pour lui, la femme est une grande femme cochon, et son chien est un sanglier monstrueux et grognant. De retour dans la réalité, le chien se jette et mord la jambe de son pantalon. Impassible, Xuan demande calmement à la propriétaire si elle peut éloigner son cochon avant de se corriger en chien, disant qu'il bloque son chemin. Son commentaire rend la femme furieuse. Du point de vue de Xuan, la femme cochon se met devant lui et lui hurle dessus, lui demandant s'il est le propriétaire de la route et l'accusant de n'avoir aucune manière. Au lieu de se mettre en colère, un sentiment de calme envahit Xuan. Il prend une profonde inspiration, pensant que c'est le moment parfait. Il a une théorie sur ses nouveaux pouvoirs qu'il veut tester. Sans hésitation, Xuan teste sa théorie. Il donne au chien agressif un seul coup de pied puissant qui brille d'une faible énergie bleue. Le coup de pied est instantanément fatal. La propriétaire regarde avec horreur l'esprit du chien s'élever de son corps. Elle crie de désespoir, appelant l'animal son fils. Immédiatement, une notification système bleu apparaît dans la vision de Xuan, confirmant que ses dégâts supplémentaires ont augmenté de 1%. Regardant le message avec de grands yeux brillants, il confirme que sa théorie était juste. Sa capacité de némésie porcine fonctionne sur toute créature qu'il voit comme un cochon. La propriétaire enragée se jette sur lui, son visage tordu de rage. Elle hurle qu'il est un meurtrier pour avoir tué son fils et menace de le combattre à mort. Impassible, Xuan déclare simplement qu'il est un psychopathe. Pour le prouver, il sort calmement son diagnostic médical, lui montrant le mot psycho dessus. Avec une expression froide, il demande s'il y a autre chose. Sinon, il s'en va. La femme est terrifiée. Elle pense qu'elle a rencontré un vrai psychopathe et que s'il pouvait tuer son chien, il pourrait facilement la tuer. Son attitude agressive disparaît. Affichant un sourire forcé, elle lui dit rapidement que ce n'était rien et lui souhaite bonne chance. L'histoire passe à la maison de Xuan. À l'intérieur, il est accueilli par ses parents. Son père musclé, Yuan, lui demande en riant s'il est vraiment devenu boucher de porc, tandis que sa mère sourit doucement. Kan le confirme. Son père est ravi, le serrant dans ses bras avec fierté. Il l'appelle un gamin puant et dit qu'il est heureux que Xuan prenne exemple sur lui, croyant qu'il est formidable d'être des bouchers de porcs honnêtes. Il estime que cette vie est meilleure que de se battre et de tuer et dit à Xuan qu'il l'emmènera à l'abattoir le lendemain. Plus tard dans la nuit, Xuan dort paisiblement dans son lit vêtu d'une combinaison à thème de cochon. Pendant que la famille dort, une figure mystérieuse dans l'ombre avec un œil bleu brillant apparaît devant la maison. La silhouette apparaît à la fenêtre de la chambre de ses parents. La figure ombrageuse dont le visage est enveloppé de bandages exprime son incrédulité quant au fait que le fils de Ghost Cree soit un simple boucher de porc. Il demande ensuite au père de Xuan si le garçon est vraiment son fils. Dans l'obscurité, l'œil de Yuan s'ouvre brusquement. Il est réveillé et a l'air beaucoup plus dur qu'avant. Il avertit la silhouette de ne plus déranger leur famille, menaçant d'être moins poli la prochaine fois. La silhouette sombre lui conseille de ne pas se mettre en colère. Il semble avoir confirmé ce qu'il était venu chercher, déclarant que puisque le fils n'est qu'un boucher de porc, l'organisation ne les ennuiera plus. Sur ce, la mystérieuse silhouette disparaît dans l'obscurité. Le lendemain, Xuan emmène son fils à l'abattoir familial. La grande installation est bordée de carcasses de porc sur des crochets. Portant un tablier noir, Xuan suit son père avec un regard sérieux. Kan lui dit qu'un bon boucher a besoin d'un bon couteau. Il conduit Kan à une vitrine spéciale contenant 3 grands couperets et encourage son fils à en choisir un. Kan regarde les couteaux et tend la main vers celui du milieu. Au moment où il le saisit, une notification bleue du système apparaît. Il est dit qu'un couteau à abattre les porcs a été sélectionné, et son talent de lame tueuse de Dieu est maintenant actif. Cette capacité lui donnera 0,1 point d'attribut gratuit pour chaque porc qu'il tuera avec ce couteau. Avec son fils armé, Xuan commence la première leçon. Il explique que la première étape consiste à apprendre à utiliser le couteau alors qu'une grosse carcasse de porc est hissée devant eux.
Du point de vue de Qiwan, l'animal mort ressemble à un monstrueux sanglier grognant. Son père continue, lui disant de viser le point faible pour une mise à mort nette en un seul coup. Il recule ensuite et dit à Xuan d'essayer. Suivant les instructions de son père, Xuan balance son nouveau coup près. La lame brille d'une énergie rouge alors qu'elle tranche proprement à travers la carcasse du porc, décapitant le monstre dans sa vision en un seul mouvement. Une notification du système apparaît, confirmant la mort d'un porc normal réfrigéré. Il lui dit que son niveau, ses dégâts bonus et ses points d'attributs gratuits ont tous augmenté. Son père, Qian, le félicite, mais note que la frappe n'était pas assez précise, lui conseillant de viser la prochaine artère carotide pour être plus efficace. Kan hoche simplement la tête. Son père pose une main sur son épaule, reconnaissant que l'abattage des porcs doit sembler ennuyeux pour quelqu'un de son âge, mais c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Cependant, l'expression de Xuan est impatiente. Il pointe vers un grand bac de carcasses et demande s'il peut toutes les abattre. Son père rit avec fierté de l'enthousiasme de son fils et accepte volontiers, offrant même les porcs appartenant à ses collègues pour s'entraîner. Ce qui suit est un montage d'abattage concentré. À chaque coup de son couteau rougeoyant, Xuan tue un autre cochon, et de nouvelles notifications du système montrent que son niveau augmente rapidement de 2 à 4. À la fin de la journée, Xuan est assis dans l'abattoir silencieux à côté de 2 énormes piles de porcs abattus. Il fixe son écran de statut. Une dernière notification montre ses progrès. Il a tué 49 porcs, augmenté ses dégâts bonus à 100% et augmenté ses attributs de base de 10 à 15. Il est maintenant un apprenti de niveau 5. Dans l'abattoir, les collègues de son père s'approchent sous le choc. Un boucher demande à Qiwan si c'est son fils, disant avec incrédulité que le garçon semble accro à l'abattage des porcs et qu'il vient de terminer tout leur travail pour la semaine. Qian glousse avec fierté, pas surpris par le travail de son fils. Il dit fièrement que c'est à prévoir parce que son fils est un boucher divin. Pendant ce temps, Qian tient son nouveau couteau, réfléchissant à ses progrès. Il sent qu'il est devenu à l'aise avec l'arme et décide qu'il est temps de quitter l'abattoir et de voir ce que le monde extérieur a à offrir. Le lendemain, Xuan, portant un sac à dos, est prêt à partir. Dans ce monde, les monstres dangereux sont courants. L'humanité vit dans une fédération divisée en 9 districts, et Kinkin City est à la limite du 5e district. Xuan arrive à une porte de pierre massive avec des terres frontalières sculptées au-dessus, la sortie de la ville vers les étendues sauvages dangereuses. Au moment où il s'apprête à passer, un garde de la ville l'arrête. Le garde l'avertit qu'avec une profession de type vie, il n'est autorisé à parcourir qu'1 kilomètre à partir de la ville. Il insiste sur le fait que s'il voyage plus loin, sa vie sera en danger. Xuan, l'air déterminé, hoche simplement la tête. Ignorant l'avertissement du garde, Xuan s'aventure profondément dans la forêt sombre des terres frontalières. Alors qu'il marche, un bruissement dans les buissons attire son attention. Soudain, une petite créature verte avec un sourire méchant bondit des ténèbres avec un petit poignard, laissant échapper un cri de guerre strident alors qu'elle se précipite sur lui. Xuan identifie calmement le monstre comme un gobelin. Voyant une opportunité, les yeux de Kan brillent en rouge. Il décide de tester sa compétence de boucher de l'ombre de sang. Une notification du système confirme que la compétence est active. L'effet est instantané. Le regard agressif du gobelin se transforme en pure terreur, et est paralysé par une aura meurtrière soudaine. Avec le gobelin figé, Kan esquive facilement et, d'un seul geste rapide, balance son couteau et tranche la créature. Une autre notification du système apparaît. Elle confirme la mort d'un gobelin porc réfrigéré, et tout comme avec les autres porcs, son niveau et ses dégâts bonus sont augmentés. Il se rend compte que plus le porc qu'il tue est fort, plus le bénéfice est grand. Il se tient dans la forêt sombre en examinant son écran de statut lorsqu'il remarque quelque chose. Tout autour de lui dans les bois, des douzaines de paires d'yeux verts brillants sont apparus. Il se souvient d'un avertissement d'un ancien professeur. Si vous voyez un gobelin, cela signifie qu'un groupe entier vous a déjà repéré. Au lieu de montrer de la peur, Xuan a l'air presque heureux. Avec son couteau prêt, il remarque qu'il semble qu'il est sur le point de passer au niveau supérieur et défie avec impatience les gobelins porcs d'attaquer. Avec des cris de guerre, les gobelins l'assaillent de tous les côtés. Ce qui suit n'est pas une lutte, mais une démonstration de boucherie magistrale. Xuan se déplace comme un tourbillon, son couteau brillant alors qu'il abat sans effort gobelin après gobelin. Bientôt, il ne reste plus qu'un gobelin, tremblant de terreur alors que le couperet de Xuan est suspendu au-dessus de sa tête. Avec ses yeux brillants en rouge, Xuan regarde la créature terrifiée avec un sourire sombre. Le dernier gobelin se tourne pour courir, mais il est trop tard. Ayant tué tout le groupe, Xuan suit leurs traces et arrive bientôt à l'entrée d'une grande caverne sombre. Il suppose que ce doit être le nid de gobelins. Les sons de cris et de bataille résonnent bientôt de l'intérieur de la grotte. La scène à l'intérieur est une scène de carnage absolu. Le sol de la grotte est recouvert des cadavres de douzaines de gobelins tués. Xuan a anéanti tout le nid à lui seul. Il se tient calmement et regarde une nouvelle notification du système. L'écran montre que son niveau est passé à celui d'apprenti de rang 6. Ses attributs ont grimpé à 25,
et ses dégâts bonus contre les ennemis de type porc sont maintenant de plus 120%. Alors que Y Chuan se tient dans la grotte silencieuse des gobelins, un bruit étrange venant des profondeurs attire son attention. Il se tourne rapidement vers le son, qui semble provenir de derrière une barricade en bois grossière. Sans hésitation, Y donne un coup de pied puissant qui brise les planches de bois. Sa silhouette est encadrée par une lueur rouge menaçante alors qu'il entre dans la zone nouvellement ouverte. À l'intérieur, il fait une découverte horrible. Une jeune femme aux cheveux blonds courts est attachée avec des cordes rouges. Elle a un bâillon dans la bouche et est terrifiée. Autour d'elle se trouvent deux petits bébés gobelins qui pleurent pour du lait. Les yeux de la femme captive sont remplis de larmes alors qu'elle regarde son potentiel sauveur. Ses pensées sont un appel désespéré à l'aide. La jeune fille captive terrifiée tremble, ligotée et bâillonnée au fond de la grotte des gobelins. Y s'approche d'elle et lève son couteau tueur de porc brillant. Pensant qu'il est une autre menace, la jeune fille serre les yeux, implorant silencieusement pour sa vie. Dans un éclair de lumière rouge, Y Chuan balance sa lame. La lame se déplace selon un arc précis, non pas pour lui faire du mal, mais pour trancher ses cordes tout en tuant les deux bébés gobelins à côté d'elle. Libérée, mais choquée par l'action violente, la jeune fille hurle de terreur. Y Chuan s'accroupit et lui dit calmement d'arrêter de crier, l'informant que tous les gobelins sont maintenant morts. Le regard terrifié de la jeune fille se tourne vers le côté où elle voit les bébés gobelins tués et comprend finalement qu'il était en train de la sauver. Submergée de soulagement, elle jette ses bras autour d'un Y Chuan qui a l'air mal à l'aise. Elle le remercie encore et encore de l'avoir sauvé, expliquant qu'elle était sur le point d'être violée par les gobelins. Troublé par l'étreinte, Y Chuan dit maladroitement qu'il n'est pas venu ici pour la sauver. Reculant, la jeune fille regarde la caverne remplie des corps des gobelins tués. Elle demande s'il est celui qui les a tous tués. Émerveillée par sa puissance, elle demande s'il a une profession de type combat. Ignorant ces questions, Y se tourne simplement et commence à sortir de la grotte. Elle l'appelle en lui demandant son nom. Sans se retourner, il donne une simple réponse, Y. Après avoir libéré la captive, Y lui indique la direction de la ville. Il se tourne ensuite et retourne dans les bois sombres pour continuer son propre chemin. Cependant, il réalise bientôt qu'il n'est pas seul. Il s'arrête et se tourne pour trouver la jeune fille sauvée le suivant timidement derrière un arbre. Y apparaît soudainement juste devant elle, la surprenant énormément. Il l'interroge agressivement, exigeant de savoir pourquoi elle le suit et l'accusant d'être une espionne gobelin. La jeune fille, terrifiée par son apparition soudaine et son couteau, le nie rapidement, expliquant qu'elle a juste trop peur de retourner seule en ville. Voyant sa peur, Y Chuan se calme et demande son nom et ce qu'elle faisait dans les zones frontalières. La jeune fille se présente comme Xiananan. Elle explique que l'anniversaire de sa mère est dans quelques jours, et qu'elle était venue dans la forêt dans l'espoir de trouver une rare fleur de lune de sang comme cadeau, mais qu'elle a été capturée par des gobelins. Elle propose ensuite un marché. S'il l'aide à trouver la fleur de lune de sang, elle l'aidera à trouver le meilleur forgeron d'armes à Xinqing pour lui forger un nouveau couteau. Ye n'est pas impressionné par son offre. Il la rejette, lui demandant si elle sait combien coûte l'embauche du meilleur forgeron d'armes de la ville. Il lui dit carrément de retourner en arrière et d'arrêter de le suivre, menaçant de la couper si elle ne le fait pas. Xiananen est furieuse de son rejet froid. Elle pense à quel point elle est une grande beauté et ne peut pas comprendre pourquoi il est si froid avec elle, se demandant si quelque chose ne va pas avec lui. Refusant d'abandonner, Xiananen joue sa dernière carte. Elle court pour rattraper Y, exigeant de savoir s'il sait qui elle est et annonçant fièrement que le nom de son père est Xiabe. Le nom fait arrêter Y Chuan. Il le reconnaît instantanément. La famille Xia est l'une des 4 grandes familles nobles de Qingsheng, et son chef Xiabe est un puissant maître de 9e rang. Un sourire sournois se répand sur le visage de Ye. Il pense qu'avec l'argent de son père, obtenir 10 couteaux de boucher de premier ordre ne serait pas un problème du tout. Pour prouver son identité, Xianon lui montre fièrement une petite amulette de jade fantaisie. Elle explique que c'est une amulette protectrice de son père. Elle affirme qu'à cause de cela, même un expert puissant ne pourrait pas lui faire de mal, mais les gobelins étaient trop intelligents et l'ont capturé sans le déclencher. Elle dit qu'ils ne pouvaient pas s'approcher d'elle pour lui faire du mal, c'est pourquoi ils l'ont juste enfermée. Y Chuan se penche pour regarder l'amulette, confirmant qu'il s'agit d'un produit authentique de la puissante famille Xia. Maintenant convaincu, l'attitude de Y Chuan change. Il lui dit qu'il la croit et accepte le marché. Il l'aidera à trouver la fleur de lune de sang, et elle l'aidera à obtenir un couteau de premier ordre forgé. Folle de joie, Xianon lui serre avidement la main, s'exclamant qu'ils ont un marché. Elle sort ensuite une carte pliée. La dépliant, elle pointe vers un endroit marqué d'un X rouge, expliquant qu'il marque l'emplacement de la fleur de lune de sang. Cependant, elle l'avertit qu'il y a toujours un gardien, un grand python de lune de sang dangereux. Il s'arrête pour étudier la carte, et Xianon explique le danger. Selon un guide de survie, le python a une force similaire à celle d'un apprenti de 9e rang. Elle doute qu'elle soit assez forte pour faire face à une telle créature. Y Chuan, cependant, ne semble pas inquiet. Au lieu de cela, un large sourire excité se répand sur son visage alors qu'il s'exclame qu'il n'a jamais vu de python géant de sa vie. Sa réaction étrange laisse Xianon confuse, et elle se demande s'il l'écoute.
Cependant, elle se dit que puisqu'il a tué toute une tribu de gobelins à lui seul, il doit avoir une profession de combat puissante. Avec le plan établi, Ye Xuan lui dit joyeusement de se mettre en route et la charge de montrer le chemin. Xiananen ne peut que le regarder avec une expression confuse. Pour une raison quelconque, elle sent que ce jeune homme étrange est à la fois fiable et complètement non fiable en même temps. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans la nature sauvage, il se déplace silencieusement à travers de grands roseaux. Xianon s'arrête soudainement et avertit Ye Xuan de se taire. Elle désigne une créature massive se reposant devant, l'identifiant comme un rhinocéros à cornes d'argent et soulignant qu'ils ne doivent pas le provoquer. Elle explique qu'une fois que le rhinocéros se met en colère, sa force devient comme celle d'un apprenti de 8e rang, ce qui en fait un ennemi très fort. Elle conseille qu'ils ont juste besoin de le contourner tranquillement. Cependant, Ye Xuan a d'autres idées. Aux grandes dames de Xianon, il lève son couteau à abattre les porcs de manière menaçante au-dessus de sa tête alors qu'elle est accroupie. Elle lui demande nerveusement ce qu'il fait. Avec un regard déterminé, Ye Xuan déclare avec une logique étrange que si la créature mange de l'herbe aujourd'hui, elle osera manger des gens demain, donc elle ne peut pas être laissée en vie. Xianon est complètement bouche bée, incapable de comprendre son raisonnement étrange. Avant qu'elle ne puisse protester, Ye Xuan passe à l'action. Il charge le rhinocéros au repos, faisant un saut périlleux dans les airs. Dans un flou, il abat son couteau brillant en un puissant coup en forme de croix, frappant le rhinocéros avant qu'il ne puisse réagir. La puissante bête s'effondre, tuée instantanément. Du sang gicle de la blessure au cou de la créature alors que Xiananen regarde, complètement abasourdie. Elle ne peut que regarder avec incrédulité, son visage un masque de choc alors qu'elle lutte pour comprendre qu'il a tué une créature si puissante d'un seul coup facile. Immédiatement après la mise à mort, une invite du système apparaît dans la vision de Ye Xuan, confirmant que son niveau est passé au 7e rang d'apprenti. Son bonus de dégâts de la némésie du clan des porcs est maintenant passé à 122%. En regardant son simple coup près, qui montre maintenant où, Ye se demande combien de temps la lame résistera à des ennemis aussi puissants. Toujours choqué par la démonstration de force, Xiananen attrape le bras de Ye et exige de savoir quelle est sa profession. Il répond calmement qu'il a une profession de type vie, un boucher de porc. Xiananen est déconcerté, s'exclamant qu'il est impossible pour une simple profession de type vie de tuer un rhinocéros à cornes d'argent en un seul coup. L'ignorant, Ye Xuan s'agenouille à côté de la bête morte et découpe sa précieuse corne argentée, commentant que c'est de la bonne came. Il offre une explication simple, suggérant que le rhino était probablement juste trop vieux, c'est pourquoi il est mort si rapidement. Bien qu'encore troublé, Xianon semble accepter son explication et lui dit qu'ils sont très proches de l'emplacement de la fleur de lune de sang. Les deux continuent ensuite leur voyage. La scène se déplace vers une autre partie de la forêt où le directeur de l'académie Qing Cheng marche avec ses élèves, dont Shu Lingxuan, Liu Jinglong et 2 autres. Le directeur dit aux élèves qu'ils ont tous bien performé pendant leur formation sur le terrain. Il regarde Shu Lingxuan et un Liu Jinglong souriant, ajoutant que ce sont les élèves qu'il estime le plus. Soudain, le directeur sent quelque chose. Il s'arrête brusquement, disant au groupe qu'il y a du mouvement à proximité. Il crie dans la forêt, exigeant que quiconque ait la sorte. Ce faisant, lui et ses élèves voient les silhouettes de 2 personnes, Ye Xuan et Xiananen, debout dans les bois devant. Ye Xuan et Xiananen entrent dans une clairière et se retrouvent face au groupe de l'académie Qing Cheng. Ye Xuan est surpris de se demander pourquoi ils sont ici. Les retrouvailles ne sont pas amicales. Liu Jinglong est le premier à réagir, pointant Ye Xuan avec un regard de joie. Il exige de savoir ce qu'il fait dans les zones frontalières. Ye Xuan, avec une expression désinvolte, se gratte la tête et répond qu'il ne fait que passer. Cela enrage Liu Jinglong. L'élève féminine forte du groupe de l'académie ricane, disant qu'elle ne croit pas qu'il ne fait que passer. Elle l'accuse de ne pas pouvoir oublier Shu Lingxuan et prétend qu'il a dû les suivre dans la forêt. Les yeux de Ye s'écarquillent légèrement et son regard se pose sur Shu Lingxuan. De son point de vue, elle est à nouveau une fille au visage de cochon qui le regarde avec une expression froide. Elle s'adresse à lui par son nom, son ton est tranchant, lui rappelant qu'elle pensait s'être fait comprendre. Elle répète qu'ils viennent de 2 mondes différents maintenant et exige qu'il arrête de l'ennuyer. Une aura rouge foncée commence à émaner de Ye Xuan alors qu'il serre le poing de colère. Voyant cela comme une chance de vengeance, le visage de Liu Jinglong se tord en un sourire fou. Il crie à Ye Xuan, se demandant comment il ose encore se montrer. Il déclare que c'est génial car il craignait juste de ne pas pouvoir le trouver pour régler leur compte. En réponse, Liu Jinglong libère son pouvoir. Il est entouré d'une aura violette, et dans sa main, il manie maintenant un katana brillant comme une épée. L'ami de Liu Jinglong s'exclame avec admiration, notant l'éclat impressionnant de l'épée et devinant qu'il doit s'agir d'une arme spirituelle de bas niveau de rang jaune. Le directeur observe avec intérêt, sa confiance dans le potentiel de Liu Jinglong grandissant. Il s'émerveille qu'en quelques jours seulement, Liu Jinglong soit déjà devenu un apprenti de 4e rang et ait obtenu une arme aussi puissante. Il confirme sa conviction que le garçon est un génie, confiant qu'il pourrait se battre à égalité avec un apprenti de 6e rang. Voyant le combat sur le point de commencer, Shu Lingxuan s'avance.
Elle rappelle à Y Xuan qu'elle l'avait averti de quitter Qinsheng et dit que cette fois, elle ne l'aidera pas. Debout à côté de Y Xuan, une Xianon rougissante et inquiète demande s'il a une rancune contre ces personnes. Ignorant la menace, Ye Xuan semble plus intéressé par l'arme. Il se tourne vers Xianon et demande calmement combien vaut une arme spirituelle de bas niveau de rang jaune. Surprise par sa question étrange, elle balbutie que cela pourrait probablement se vendre plusieurs centaines de milliers et se demande ensuite s'il comprend la gravité de la situation. Pendant ce temps, Liu Jinglong regarde Y Xuan avec colère, son esprit rempli du souvenir de son humiliation passée. Il se souvient de la façon dont Y Xuan a volé la vedette lors de la cérémonie d'éveil et devient déterminé à reprendre le devant de la scène. Avec un rugissement furieux, il saute dans les airs, abattant son épée brillante en un puissant coup visant Y Xuan. Alors que la lame descend, Liu Jinglong est sûr que cette attaque montrera à Shu Lingxian sa véritable force. Mais au lieu d'esquiver, Y Xuan lève son simple couteau de boucher pour bloquer. Le directeur, Shu Lingxian et les autres élèves regardent sous le choc, certains que c'est un geste suicidaire. Liu Jinglong met toute sa force derrière le coup, mais à sa surprise, le couteau ordinaire de Y Xuan arrête la puissante arme spirituelle. Des étincelles volent, mais la force est trop grande pour la simple lame, qui se brise. Voyant le couteau brisé, Liu Jinglong suppose qu'il a gagné et se moque de Y Xuan, jurant de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais abattre un porc. Le directeur regarde avec une expression sombre, pensant qu'une lame ordinaire est aussi fragile que du papier devant une arme spirituelle. Cependant, le combat prend une tournure inattendue. Ye Xuan regarde le manche brisé dans sa main puis le jette négligemment de côté. Il fait face au Liu Jinglong stupéfait et déclare calmement qu'il n'a pas besoin d'un couteau pour s'occuper de lui. Voyant la confiance de Ye Xuan, la colère de Liu Jinglong déborde. Il avertit Y Xuan de ne pas lui en vouloir d'être impoli, et avec un dernier cri pour qu'il meure, abat sa puissante arme spirituelle de toutes ses forces. Cependant, Y Xuan est loin d'être sans défense. Son œil brille de puissance alors qu'il rencontre l'attaque, non pas avec une arme, mais avec son poing nu. Il se déplace dans un flou, évitant la lame et assénant un seul coup de poing dévastateur à l'estomac de Liu Jinglong. La force du coup est incroyable, envoyant Liu Jinglong voler en arrière comme s'il avait été touché par un boulet de canon. Il s'écrase au sol, vaincu. Son ami et le directeur ne peuvent que regarder sous le choc absolu, l'ami criant son nom. Il se précipite aux côtés de Liu Jinglong, lui demandant s'il va bien. L'élève vaincu est meurtri et battu, criant de douleur. À travers ses dents, Liu Jinglong insiste qu'il va bien, mais il est sur le point de s'évanouir. L'attention du directeur, cependant, est maintenant fixée uniquement sur le vainqueur. Il fixe Y Xuan avec une expression sombre et intense, son esprit s'emballant. Il s'approche lentement de la scène, son regard ne quittant jamais Y Xuan. Une réalisation choquante le frappe, et il se demande s'il est possible que Y Xuan ait déjà atteint le niveau d'un apprenti de 7e rang. Avec Liu Jinglong vaincu, Y Xuan ramasse l'arme spirituelle que son adversaire a laissé tomber. Il inspecte la lame en pensant que l'épée a l'air plutôt bien. Pendant ce temps, l'ami de Liu Jinglong exprime son choc au directeur en se demandant si ce gamin a vraiment pu atteindre le 7e rang, surtout quand la talentueuse Shu Lingxian n'est qu'au 6e rang. Le directeur, avec une expression pensive, confirme que c'est possible. Il commence à expliquer les différences entre la façon dont les professions de type combat et de type vie montent de niveau. Il dit que les professions de type combat ont besoin d'un entraînement constant, d'une expérience de combat et de blessures pour grandir, donc leur croissance précoce est lente. Cependant, une fois qu'ils maîtrisent les bases, leur vitesse de croissance augmente beaucoup. D'un autre côté, les professions de type vie ont un chemin plus facile. Les professions comme les alchimistes ou les fabricants d'armes n'ont pas besoin de se battre. Ils ont juste besoin de pratiquer leur métier. En utilisant Y Xuan comme exemple, il explique qu'en tant que boucher de porc, il a juste besoin de continuer à abattre des porcs pour augmenter rapidement son niveau dans les premiers stades. Un flashback montre Y Xuan abattant facilement un porc, soulignant ce chemin simple vers le pouvoir. Shu Lingxian, après avoir écouté, comprend maintenant que Y Xuan a gagné à cause des statistiques de base élevées qu'il a obtenues grâce à son niveau plus élevé, et non grâce à une meilleure compétence. Elle se demande si cette façon de monter de niveau est injuste pour les professions de type combat. Le directeur clarifie qu'il y a un équilibre. Il explique que pour que Ye Xuan monte de niveau, le nombre de porcs qu'il doit tuer doublera à chaque rang. Au moment où il atteindra un niveau élevé, le nombre requis sera énorme. En revanche, les professions de type combat qui ont maîtrisé leurs compétences tôt verront leur croissance s'accélérer, dépassant finalement les professions de type vie. L'ami de Liu Jinglong demande si cela signifie que si Ye Xuan peut battre Liu Jinglong maintenant, dans quelques années, les professions de type combat le dépasseront facilement. Le directeur grogne en signe d'accord, bien qu'il ait l'air un peu troublé. Après avoir entendu la conversation, Y Xuan réfléchit et semble comprendre leur point de vue. Il se tourne vers le directeur et dit que s'il n'y a rien d'autre, il s'en ira, faisant un signe d'au revoir décontracté alors qu'il se prépare à continuer son voyage. Alors que Y Xuan se prépare à partir, Shu Lingxian s'avance et le confronte avec un regard de pitié. Elle lui demande pourquoi il se donne tout ce mal,
se demandant si ses récents efforts pour abattre des porcs étaient tous justes pour elle. Pour se montrer, elle révèle ensuite qu'elle a été acceptée dans la prestigieuse Académie Tianqian, cimentant le fait qu'ils sont maintenant de deux mondes différents. Kan ne peut que la fixer avec une expression vide. À ce stade, Xiaonan en a assez. Elle déclare qu'elle ne peut plus regarder ça. Se plaçant entre Shu Lingxian et Kan, elle exige avec colère de savoir s'ils vont un jour s'arrêter. Elle clarifie que Kan est avec elle pour l'aider à trouver la fleur de lune de sang, et leur rencontre était une pure coïncidence. Les mains sur les hanches, elle leur demande furieusement ce qu'ils imaginent dans leur tête. L'étudiante forte de corpulence du groupe de l'Académie rétorque, se moquant de Xiaonan pour chérissant un salaud que Shu Lingxian a jeté. L'ami de Liu Jinglong ajoute ses propres insultes, affirmant que Xuan est un expert pour séduire les femmes. Il fait remarquer à quel point il a rapidement trouvé une nouvelle fille, les appelant un couple parfait. Exaspérée par leur moquerie, la patience de Xiaonan craque. Elle lance un coup de poing puissant qui libère une vague d'énergie, frappant non seulement les deux étudiants qui l'ont insulté, mais tout le groupe de l'académie, y compris Shu Lingxian et le directeur. Le directeur, pris au dépourvu, se retrouve avec une empreinte de main rouge sur sa joue, se demandant pourquoi elle l'a frappé aussi. Xiaonan se tient à côté d'un Xuan stoïque, ses poings serrés de colère. Shu Lingxian, tenant sa propre joue rougie, la regarde avec incrédulité, se demandant furieusement comment elle a osé la frapper. Sa colère s'enflamme, et son corps est enveloppé de l'aura bleue glacée de son pouvoir immortel d'épée d'âme de neige. Elle tire son épée et avec un regard de rage pure demande à Xiaonan si elle cherche à mourir. Alors que Shu Lingxian se prépare à attaquer, Xiaonan reste défiante. Elle lève l'amulette de protection de sa famille, un symbole clair de son puissant statut, et ose quiconque essaie de la toucher. La vue de l'amulette arrête immédiatement tout le monde. Le directeur, en particulier, se met à transpirer nerveusement, reconnaissant le jeton et le pouvoir qu'il représente. Il intervient instantanément, saisissant le bras de Shu Lingxian et criant pour qu'elle s'arrête. Il explique qu'il reconnaît maintenant la jeune fille comme la jeune demoiselle de la puissante famille Xia. Toute son attitude passe de commandement à amical. Il se tourne vers Xiaonan avec une expression d'excuse et lui demande ce qu'elle fait là. Xiaonan n'est pas d'humeur à bavarder. Elle rejette sa question, déclarant qu'elle peut aller où elle veut. Elle inverse ensuite la situation, le critiquant pour la mauvaise qualité et les mauvaises manières de ses étudiants. Le directeur ne peut qu'incliner la tête en signe d'excuse, reconnaissant que c'était son erreur et promettant de les discipliner à fond à leur retour. Mais Xiaonan n'a pas fini. Elle pointe un doigt accusateur vers Shu Lingxian et exige que le directeur la fasse s'excuser auprès de Xuan. Cela laisse Shu Lingxian stupéfaite, son esprit tourbillonnant avec la réalisation que cette fille est la fille du grand Xia Bei, et elle ne peut pas comprendre pourquoi une personne d'un statut aussi élevé serait avec Xuan. Le directeur, désespéré de ne pas offenser la famille Xia, ordonne sévèrement à Shu Lingxian de s'excuser immédiatement. Acculé et humilié, Shu Lingxian offre des excuses silencieuses et réticentes à Xuan, les yeux baissés. En interne, cependant, son visage est un masque de pure fureur. Elle jure silencieusement que la famille Xi paiera pour cette insulte. En ayant assez du drame, Kan dit à Xiaonan qu'il devrait y aller. Alors qu'il se tourne pour partir, le vaincu Liu Jinglong, toujours au sol, crie pour qu'il s'arrête. Il exige que Kan lui rende son arme spirituelle. Xuan avec l'épée volée sur son dos regarde par-dessus son épaule avec un sourire narquois. Il se moque de Liu Jinglong, le défiant de venir la reprendre lui-même s'il le peut, déclarant qu'il est prêt à se battre à tout moment. Xiaonan souffle une framboise ludique au rival vaincu. Liu Jinglong ne peut que serrer sa poitrine, bouillonnant de colère. Alors que Kan s'éloigne, Liu Jinglong crie une dernière menace furieuse, lui disant d'attendre. Après avoir laissé le groupe de l'académie derrière eux, Kan et Xiaonan continuent leur quête. Ils s'aventurent à travers un paysage rocheux. Xiaonan consulte à nouveau sa carte, et levant les yeux vers une falaise proche avec une grotte rougeoyante, elle confirme que c'est l'endroit et conseille à Xuan d'être prudent. Alors qu'il se prépare, Xuan reçoit une notification du système. Elle l'informe qu'il a maintenant sélectionné l'arme spirituelle comme son couteau exclusif pour tuer les porcs et que son effet de tranchant tueur de dieu est actif. Grâce à la meilleure qualité de la nouvelle arme, il recevra maintenant 0,2 points d'attribut gratuit pour chaque porc tué, le double du montant précédent. En regardant sa nouvelle épée, il réalise l'importance de choisir un bon couteau. Soudain, Xiaonan sort deux petites sphères colorées de son décolleté, à la grande surprise de Xuan. Il lui demande ce que sont ces objets. Elle explique qu'elles sont appelées perles de feu de tonnerre yin, des explosifs puissants qui pourraient gravement blesser même un expert fort. Elle prévoit de les utiliser en dernier recours si le grand python de lune de sang est trop puissant. Xuan, avec un regard courageux, lui dit qu'elle est impitoyable et annonce qu'il va monter en éclaireur. Il escalade habilement la falaise en utilisant sa nouvelle épée pour l'aider. Il atteint un rebord couvert de magnifiques fleurs rouges brillantes. À sa surprise, Xiaonan est déjà là, ayant trouvé un chemin plus facile. Elle s'exclame avec joie que les fleurs sont réelles et qu'il s'agit des très rares fleurs jumelles de cristal de sang. Alors qu'elle célèbre, un sentiment de terreur envahit l'air.
Une monstrueuse tête sombre avec des yeux rouges brillants émerge de l'obscurité de la grotte derrière eux, son regard fixé sur la fleur que Y tient. Y est stupéfait par l'apparition soudaine de la créature massive. La bête se révèle être le grand python de lune de sang, et du point de vue unique de Y, sa tête de serpent a les traits d'un museau de cochon. Le monstrueux serpent cochon se dresse au-dessus de lui, et Y, complètement imperturbable, lui demande nonchalamment ce qu'il regarde et s'il n'a jamais vu de fleurs auparavant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.